Alors, je pense, mesdames et messieurs, que nous pouvons commencer notre activité parce qu'il est déjà temps. Mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue à ce panel en ligne organisé par les American Species de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa dans le cadre de l'initiative Freedom 250 qui célèbre les 250 ans de démocratie américaine. Je suis Kraus Moulaya, spécialiste culturel en charge des American Species ici à l'ambassade. Et c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour ce dialogue intitulé Leader fondateur, George Washington et Joseph Kasavubu, deux nations, deux siècles, une vision commune. Une analyse comparative du leadership de la vision, de la construction nationale et du leadership de ces deux figures historiques. Permettez-moi de commencer par une question simple. Pourquoi le 1er juillet? Ce n'est pas un hasard, chers amis. Le 1er juillet 1885, le monde assistait à la proclamation de l'État indépendant du Congo, un acte fondateur qui inscrivait ce territoire immense dans l'histoire des nations. Ce qui est moins connu, c'est que les États-Unis furent parmi les premiers à reconnaître solennellement cette réalité. 3 jours plus tard, soit le 4 juillet 1885, un geste fort symbolisé, selon certaines sources historiques, par le salut de 21 coups de canon des navires américains en signe de respect et de reconnaissance envers ce peuple et cette terre. 141 ans plus tard, nous voici réunis, Congolais et Américains, pour honorer ensemble deux hommes qui ont porté chacun dans son époque sur son continent le poids immense de bâtir une nation. George Washington, général, visionnaire, premier président des États-Unis, a transformé une révolution en république durable. Joseph Kasavubu, instituteur, militant, premier président du Congo indépendant, a porté les espoirs d'un peuple qui réclamait sa dignité et sa souveraineté. Deux hommes, deux nations, 2 siècles d'histoire. Et pourtant, une même question fondamentale, comment bâtir un État qui dure? Comment forger une identité nationale commune? Comment exercer le pouvoir sans le trahir? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, avec deux panélistes d'exception, l'honorable Thomas Louaka et le père professeur Toussaint Kafarire, dont vous ferez la connaissance dans quelques instants. Avant de passer la parole, quelques repères pratiques. Notre échange durera 1h30, donc de 14h à 15h30, et voici comment participer activement. Le chat Zoom, c'est pour vos réactions et commentaires en temps réel. Le Slido pour nos sondages interactifs. Le lien figure dans le chat et s'affiche déjà à votre écran. La série de questions-réponses pour soumettre vos questions aux panélistes. Les meilleures seront posées en direct. Après l'événement, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Freedom250DRC. Mes collègues partageront également dans le chat l'ordre du jour et quelques ressources
sur l'initiative Freedom 250 au moment opportun. Mesdames et messieurs, en ce 1er juillet 2026, jour chargé d'histoire pour nos deux nations, je vous invite à entrer dans ce dialogue avec curiosité, avec exigence et avec la conviction que l'histoire a toujours quelque chose à nous apprendre sur le présent. Je cède maintenant la parole à Madame Idia Irele, attachée culturelle, pour les remarques officielles d'ouverture au nom de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. Karibu sana. Welcome. Idia, welcome in. Merci beaucoup, Kraus, et bonjour tout le monde. Je m'appelle Idia Irele et je suis chargée de l'interaction publique, également appelée attachée culturelle ici à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. C'est un plaisir de vous accueillir à la discussion Freedom 250 aujourd'hui, leaders fondateurs George Washington et Joseph Kasavubu. Je vois quelques noms familiers et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à plusieurs de nos activités de Freedom 250, une initiative qui commémore le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Mais l'événement d'aujourd'hui est particulièrement spécial car cette semaine est tellement importante pour nos deux grandes nations. Alors que les États-Unis se préparent à célébrer notre fête de l'indépendance ce samedi, et alors que la République démocratique du Congo marque 66 ans d'indépendance, la discussion d'aujourd'hui nous offre une occasion précieuse de réfléchir à deux leaders qui ont contribué à écrire les premiers chapitres de l'histoire de nos deux nations. Pour notre part, 2 siècles et demi plus tard, les États-Unis ont parcouru beaucoup de chemin. Cet anniversaire nous donne l'occasion non seulement de célébrer, mais aussi de réfléchir aux idéaux fondateurs, aux choix difficiles et aux valeurs durables qui continuent de façonner notre parcours national et de nous guider dans les moments difficiles. George Washington et Joseph Kasavubu ont dirigé dans des contextes différents, mais ils sont liés par une conviction commune dans le service public, l'unité nationale, la responsabilité civique et le travail nécessaire pour bâtir un avenir plus fort pour la prochaine génération. Ces mêmes valeurs sont visibles aujourd'hui à travers le partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC. Alors que nos deux pays travaillent ensemble pour faire avancer la paix, la sécurité, les opportunités économiques, l'innovation et la prospérité partagée. Je tiens à remercier sincèrement nos distingués panélistes, l'honorable Thomas Luaka, alumnus du programme IVLP et serviteur public de longue date, ainsi que le père professeur Toussaint Kafaire, alumnus du programme Humphrey Distinguished Fellows, universitaire et père jésuite. Nous avons de la chance et nous sommes honorés que vous partagiez avec nous aujourd'hui votre expertise et vos riches perspectives. Merci également à nos modérateurs, à M. Kraus, et à tous les participants qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Et finalement, sur une note plus légère mais très importante, je dois vous rappeler que les États-Unis étaient autrefois une colonie du pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Royaume-Uni. Alors, bien sûr, nous sommes amis aujourd'hui, mais je ne pense pas avoir besoin d'expliquer quelle équipe nous soutenons lors du match d'aujourd'hui. Allez les léopards et je vous souhaite une excellente discussion. Merci. Merci à Madame Idia pour son allocution d'introduction. Sans plus tarder, nous allons devoir continuer le programme. Je voulais rappeler quelques principes techniques lorsque vous ne parlez pas. Donc, rassurez-vous que votre micro n'est pas activé. Au moment venu, nous allons vous demander d'activer votre caméra parce que nous aurons besoin de quelques photos. Alors voilà, l'étape suivante est celle de vérifier à partir de quelle ville, de quel pays, de quelle province, de quelle planète vous nous suivez.
De quelle ville vous connectez-vous aujourd'hui? Donc, vous aviez déjà, n'est-ce pas, le code. Vous pouvez scanner ce code-là et placer le mot juste à l'endroit indiqué. Voilà, les uns répondent déjà dans le chat et les autres pouvaient directement répondre aussi au sondage. Et voilà, très bien. Voilà, nous voyons Kinshasa, Goma, Kinshasa, Kisangani est aussi représenté. Et voilà, voilà, il y a même Kalemi. Donc, nous avons à peu près Mweneditu, Kinshasa. Beaucoup de participants nous suivent depuis Kinshasa, et donc presque toute la République démocratique du Congo est représentée. Du fait déjà d'avoir plus d'une province représentée ici, nous comprenons que c'est la RDC qui est intéressée à cette activité. Merci. Nous passerons à une deuxième petite question pour savoir. Et voilà, nous avons quelqu'un qui nous suit depuis Bruxelles. Voilà, nous sommes allés au-delà de nos frontières. Merci. Alors, en un mot, que représente liberté pour vous? Là, vous êtes, alors, scannez le code là et transmettez vos réponses en direct. Voilà. Nous sommes passés déjà à une petite deuxième question. En un mot, que représente liberté selon vous? Voilà. Les indices, liberté renvoie à la paix et qui d'autres? Sécurité, liberté renvoie à la sécurité, à la paix, à la liberté de penser, donc libre pensée. Voilà, liberté renvoie également à l'indépendance. Ça, ce sont vos points de vue, hein, n'est-ce pas? Et nous allons évaluer ces points de vue par rapport au déroulé de l'activité. Le respect mutuel veut aussi dire, et voilà, nous avons beaucoup de mots ici, donc ça, c'est le nuage des mots. Voilà, on nous a transmis liberté en anglais. Et voilà, merci beaucoup. Hop, nous pouvons passer à la petite question suivante pour évaluer et briser la glace. Alors, est-ce que vous qui participez aujourd'hui, dites-nous si avant ce panel, vous connaissiez Joseph Kasavubu. Je le connaissais un peu, je le connaissais très bien, je ne le connaissais pas du tout. Voilà, apparemment la majorité semble connaître un peu celui qu'on a appelé Joseph Kasavubu. Et la même question vous est Oui, je posée le connais pour... très bien. Ouais, vous répondez par merci, vous répondez par ce petit sondage. Et comme les autres sont en train de cliquer, il y a des choix un peu, très bien, partout, pas du tout plutôt. Et vous répondrez et nous voyons, nous savons voir que en fait, nous savons juger un peu votre perception. Hop, nous passons à la petite question suivante. Alors, c'est la même question qui vous est posée avant ce panel, mesdames et messieurs. Est-ce que vous connaissiez George Washington? Et voilà. Oui, c'est le premier président de de la... Bien, ok. En tout cas, nous comprenons déjà que pour les deux présidents, avant ce panel, la majorité d'entre vous, pour ne pas dire la totalité, parce qu'il y a un petit pourcentage qui semblait connaître très bien le président George Washington et le président Kasavubu, mais la majorité estime qu'ils connaissent ces deux figures un peu, donc avant ce panel. Alors nous croyons et nous espérons qu'après ce panel, vous sortirez avec une idée très claire sur la personnalité de chacun de ces deux grands leaders. Eh bien, et voilà, je pense que c'est par là que nous
nous nous arrêtons pour... voilà, je pense que c'est par là que nous nous arrêtons pour la suite du programme. Merci beaucoup à vous, participants, chers participantes, participants, à avoir participé, n'est-ce pas, à ce petit sondage. Vous nous donnez déjà l'idée de comment est-ce que vous vous êtes préparé à participer à ce dialogue. L'étape suivante est celle que vous attendiez, celle où nous allons poser des questions aux distingués panélistes. Nous aurons 5 questions pour chacun dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, nous aurons maintenant à collecter vos questions à partir de là où vous êtes. Et déjà, si vous en avez déjà, au fur et à mesure qu'ils parlent, vous pouvez les poster dans le chat. Comme ça, ou vous attendez au moment venu quand Madame Rob va devoir lancer euh, de nouveau un slide pour que vous puissiez donner vos points de vue directement. Nous rappelons que si vous n'avez pas la parole, prière n'est pas ouvrir votre micro parce que ça perturbe, ça peut déranger les autres. Et soyez serein, gardez votre mal en patience parce que vous aurez le temps de vous exprimer au moment venu. Alors, sans plus tarder, nous passerons au moment où nous allons poser quelques questions aux distingués invités. Alors, dans un premier temps, Gloire, si vous êtes prêt, voilà. Donc, nous sommes à cette étape où nous avons l'honorable Louaka, c'est vous qui ouvrez, n'est-ce pas, ce débat. Honorable Louaka, vous avez consacré votre carrière au service de l'État congolais comme parlementaire, comme ministre, comme acteur central de la vie politique de la RDC depuis l'ère de la transition démocratique. Vous êtes aussi un alumnus du programme IVLP du département d'État. En quelques mots, honorable, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? Quel est le fil conducteur de votre engagement public? Est-ce qui vous a amené à accepter de participer à ce dialogue sur les leaders fondateurs Washington Kasavubu? À vous la parole, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ambassade des États-Unis de m'avoir associé à cette activité. Et merci à tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui. Assez rapidement, je dirais que donc, je m'appelle Thomas Louaka Losenjola. Je suis né à Kindu en 1963 et je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. J'enseigne à l'université ULK de Kinshasa et à l'école de guerre de Kinshasa. Et puis, je suis un acteur politique où j'ai exercé quelques fonctions publiques, entre autres, ancien président de l'Assemblée nationale. L'essence de mon engagement, en fait, on a remarqué que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le Congo est caractérisé par une instabilité chronique. Donc, je me suis dit, si pendant les quelques années que Dieu m'accorde sur cette terre, si on peut contribuer à résorber cette instabilité et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, je rendrai service à ma patrie. Donc, voilà. Et puis, le dernier élément en ce qui concerne pourquoi j'ai accepté de participer à ces dialogues sur George Washington et Kasavubu. Je pense que c'est un dialogue très, très instructif pour voir comment deux personnalités différentes ont tenté d'un côté, George Washington a contribué à construire, à faire un État, plusieurs États en faire un, dont les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, Kasavubu a voulu consolider la construction d'une nation multiethnique. Donc, je pense que c'est cet aspect des choses qui... Merci. Merci, honorable. Alors, nous avons aussi une question pour le père Toussaint. Gloire. Père, professeur Kafarire, vous êtes à la fois homme d'église, philosophe, intellectuel engagé,
et Alumnus Humphrey Distinguished. Une combinaison rare qui vous permet de lire l'histoire et le politique, et pas la politique, le politique avec une profondeur particulière. Pourriez-vous vous présenter à notre audience, nous parler de votre parcours et nous dire ce que ce panel sur le leadership fondateur évoque pour vous en tant que penseur et homme de foi enraciné dans la réalité congolaise? Vous avez 2-3 minutes maximum, Père. À vous la parole. Oui, voilà. Merci beaucoup, Cross, pour cette belle question. Merci aussi à l'ambassade pour cette invitation et évidemment à mon copanéliste, l'honorable Thomas, et à tous ceux qui participent à ce moment d'échange et de partage. Je m'appelle Toussaint Kafarire Mouhoula, je suis prêtre jésuite. Je suis né à Bukavu le 19 mars 1973 et le reste, en fait, je fais une éducation secondaire dans les collèges jésuites de Bukavu, Alfagiri, et ça m'a donné envie, en fait, d'entrer au service du pays à travers la religion. Voilà, et donc, je travaille présentement à Lubumbashi. Je dirige le centre Aroupé pour la recherche et la formation, communément appelé CARF. Et c'est un centre jésuite, en fait, qui se focalise sur les questions de gouvernance de ressources naturelles, qui se focalise sur les questions d'écologie intégrale, les questions de justice sociale, les questions de formation citoyenne. Et nous accompagnons évidemment les communautés localement qui sont affectées par toute l'activité minière, artisanale et industrielle dans la région. Alors, pour ce qui est de mon parcours, comme tout prêtre jésuite, j'ai d'abord étudié la philosophie, ensuite la théologie à Kinshasa, Nairobi et aux États-Unis. Ensuite, je suis allé à Chicago pour suivre un doctorat en sciences politiques avec une spécialisation en relations internationales et politique globale à l'Université Loyola de Chicago. J'ai suivi plusieurs formations évidemment certifiantes et j'en profite évidemment pour dire merci encore ici à l'ambassade américaine, au département d'État pour m'avoir donné la chance évidemment de prendre part au Distinguished Humphrey Fellowship Program du département d'État qui m'avait permis de faire une formation en leadership à la prestigieuse université de la Harvard. Alors, au cours de mon parcours, je dirais, j'ai eu le privilège d'enseigner à école primaire, école secondaire, université, dans mon pays, comme au Kenya, comme en Hongrie, comme aux États-Unis, comme au Japon, où d'ailleurs je vais me rendre ce vendredi. C'est vraiment un privilège. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être en contact avec toute une génération, partager les visions des choses et du monde et former cette génération qui prend le leadership au sérieux. Pour terminer, alors, qu'est-ce que ce panel, en fait, sur les leadership fondateurs représente pour moi? Je pense que depuis un certain temps, j'ai développé un intérêt particulier pour le leadership. Je sais que notre pays et beaucoup d'autres pays africains pour cette question traversent quand même des moments assez difficiles lorsqu'il en vient à la gestion de la chose publique. Et je me suis rendu compte dans mes recherches que le leadership joue un rôle très important, quand bien même pendant le développement de la conversation et en regardant George Washington, je voudrais aussi bien insister sur le côté de consolidation des institutions. Mais bref, ce panel est une occasion et une opportunité à réfléchir sur la nature à la fois du pouvoir, mais aussi de ce que signifie le leadership. Et j'ai vraiment hâte à la fois des questions, des interactions de disons, de nos participants, mais aussi continuer à apprendre ensemble. Je vous remercie, cher Kraus. Merci beaucoup. Un panel qui nous inspire à avoir une idée sur la Res Publica d'un côté et de l'autre côté sur le leadership en question. Et voilà, nous passerons une autre question à l'honorable Louaka. Honorable, voilà la question suivante pour vous. George Washington et Joseph Kasavubu ont tous deux émergé dans des contextes de rupture coloniale. Qu'est-ce qui, dans leur trajectoire personnelle, les a préparés à devenir des leaders fondateurs et non de simples figures politiques honorables? Merci beaucoup. Je pense, à mon humble avis, qu'il y a trois éléments qui ont préparé ces leaders à devenir des grands leaders. Les trois éléments,
le premier élément est lié à leur formation. George Washington est un militaire qui a participé à la guerre de 100 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est engagé dans l'armée, il apprend la discipline, il apprend les services publics. Donc, à l'époque, donc les États-Unis n'existaient pas, George Washington est un citoyen britannique qui s'engage dans les forces britanniques pour combattre l'armée française. Donc, la formation, déjà, le prépare à cette mission. Du côté Kasavubu, lui, il fait l'opposé. Il s'engage à devenir prêtre, comme monsieur le père est avec nous aujourd'hui. Kasavubu voulait devenir prêtre et c'est comme ça qu'il va aller suivre. Il était éduqué, formé par les prêtres catholiques. Il va aller même au grand séminaire où il suivra 3 ans de philosophie. Bon, troisième facteur, c'est le fait que dans leur maintenant, l'exercice de leur travail quotidien, George Washington est un planteur et un négociant. Kasavubu est un enseignant et un fonctionnaire. Et George Washington va remarquer les injustices, les discriminations dont les Américains subissaient de la part de la métropole qui était l'Angleterre. Et Kasavubu, dans l'exercice de ses fonctions de fonctionnaire congolais, va aussi subir ces injustices. Par exemple, il savait qu'en étant noir et congolais, sa carrière était limitée. Il avait des fonctions qu'il ne pouvait pas occuper. La formation, c'est-à-dire les études aussi, étaient limitées. Donc, toutes ces injustices ont préparé et ces discriminations, ces inégalités ont préparé ces deux leaders à se mettre au service de la communauté. Il faut dire aussi que les deux, on a vu aller dans l'armée, aller dans la prêtrise, c'est-à-dire des gens qui sont déjà préparés à servir leur communauté et non pas se mettre au service de leurs intérêts personnels. Ce n'est pas des gens qui ont vécu pour s'enrichir, vécu pour jouir de la vie de manière égoïste. Ce sont des personnalités qui voulaient servir la communauté, l'un à travers l'armée, l'autre à travers la religion. Malheureusement, les circonstances vont les amener dans d'autres chemins en politique où ils vont justement se mettre à servir leur communauté et à devenir les grands leaders qu'on a connus. Merci. Merci, merci honorable. Vous comprenez déjà que passant de vos profils respectifs, nous sommes en train de décortiquer le portrait croisé de ces deux hommes politiques, et George Washington et Joseph Kasavubu, ce qui nous amène à pousser, à poser une question un peu tout à fait particulière au père Toussaint. Toujours sur Washington. Père Toussaint, cette question est à vous. Washington est souvent décrit comme un leader qui savait lâcher le pouvoir, un geste rare à son époque. Kasavubu, lui, a navigué entre fédéralisme et centralisme dans un Congo en ébullition. En quoi leur rapport au pouvoir révèle-t-il leur vision de la nation? Et là, ça nous amène déjà vers une approche de la construction nationale ou de le nation building. À vous, Père. Voilà, merci Klaus pour cette question profonde. Alors, on a parlé, je pense, Madame Idia, lorsqu'elle a parlé des contextes. Le XVIIIe siècle est très différent du XXe siècle, mais aussi l'honorable vient de nous brosser un tout petit peu d'autres formes de distinction, en fait, entre les deux personnages et leurs histoires personnelles. Mais vous avez évoqué le mot lâcher le pouvoir, n'est-ce pas, en parlant de George Washington. Et il est très vrai que George Washington a volontairement, n'est-ce pas, et de manière préméditée, a dit non à un troisième mandat. Il a un discours très fameux à l'adresse d'adieu, en fait, un discours d'adieu, après 2 mandats au pouvoir, dans lesquels il livre en fait la quintessence même de sa vision politique et de pourquoi il était nécessaire de lâcher le pouvoir. Il faut compter d'abord l'âge, évidemment. L'honorable vient de rappeler que Washington a exercé en fait un leadership militaire avant de devenir le premier président des États-Unis. Et donc, il faut vous rendre compte que ces années de guerre l'ont quand même affaibli et fatigué. Mais aussi, il avait quand même une perception où il se disait, le pouvoir ne doit pas être personnalisé, n'est-ce pas? Ce n'est pas le George Washington Messi
dont l'Amérique a besoin. La jeune démocratie américaine a besoin de consolider ses institutions et de se détacher en fait de cette manière où la personne veut devenir presque comme un peu comme les grands monarques de l'époque, et surtout qui venaient de lutter contre la monarchie britannique, ou quand on peut regarder même l'histoire de Napoléon. Donc, George Washington avait quand même une vision de ce qu'il voulait pour les États-Unis à l'heure de l'indépendance, et il voulait le personnifier même à travers ce refus et ce désir de lâcher le pouvoir. Le pouvoir tente, hein, il tente toujours tout le monde. Mais il faut se dire aussi que George Washington voulait justement à préserver la jeune constitution des États-Unis. Et du coup, on peut se dire que c'est vraiment ce départ volontaire, prémédité, dans le but de sauver une jeune nation qui a animé George Washington. Quand on regarde de l'autre côté, à Kassavo, vous venez de parler du fédéralisme et du centralisme qu'il a essayé d'impliquer, je pourrais d'abord peut-être profiter pour dire qu'il n'a pas eu la même chance que George Washington. Le pays qu'il a hérité à l'indépendance, c'était un pays qui devait se construire complètement à partir des zéros. Nous avions une nouvelle constitution, évidemment, mais nous étions en politique comme peuple congolais seulement peut-être 4, 5 ans, 6 ans avant. Souvenez-vous que c'est en 1956 que Kassavobu est élu comme président de l'ABACO, et c'est un parti qui a commencé comme un parti plutôt culturel. C'est seulement plus tard qu'avec le plan Van Bilsen que l'ABACO va quand même commencer à prendre une avancée politique et à exiger une indépendance immédiate. Mais il faut se rendre compte que dans l'histoire et le cheminement de notre pays, les peuples congolais n'étaient vraiment pas préparés à assumer les rôles et les fonctions politiques. Il va quitter le pouvoir, pas comme Washington, malheureusement par un coup d'État. Et il y a une très belle histoire, en fait, que sa fille Justine raconte par rapport à ce matin du 25 novembre 1965. Elle est toute jeune, évidemment. Elle apprend à la radio que Mobutu a destitué son père et court vite à la chambre des parents, frappe à la porte et trouve la maman encore endormie. Papa est sous la douche et c'est elle qui annonce à ses parents ce qui venait de se passer. Et donc, déjà, ces deux différences peuvent montrer aussi que les dynamiques politiques étaient assez différentes, mais quand même, connaissant Kassavobu d'où il venait, un parti culturel devenu un parti politique, il avait vraiment une poussée au début vers le fédéralisme, mais seulement lorsqu'il assume le pouvoir en 1960, qu'il commence à se confronter à la réalité politique, il se réveille presque de son sommeil dogmatique, qu'il se dit non, ce fédéralisme, s'il n'est pas contrôlé, il peut être dangereux pour l'unité du pays. Et du coup, son expérience, sa sagesse, sa formation va les pousser vers le centralisme, c'est-à-dire un gouvernement qui va éviter les dérives qu'on a vues avec la sécession du Sud Kasaï ou la sécession du Katanga. Juste de façon Oh, ramassée. Voilà. ouais, merci Merci honorable. beaucoup. J'allais déjà vous revenir à ce sujet. D'accord. Parce que vous avez abordé beaucoup d'aspects, je préfère vous garder encore pour vous poser D'accord. cette question suivante. Et la OK. question est celle de savoir, face à la méfiance intérieure et aux pressions extérieures, Mhm. Washington et Mhm. Kasavubu ont chacun forgé des institutions nationales selon des visions distinctes. L'un Mhm. en défendant la primauté constitutionnelle et l'équilibre des Mhm. pouvoirs, l'autre en portant un fédéralisme résolu face aux Mhm. forces centrifuges. Ces héritages restent d'une brillante actualité. Dans quelle Mhm. mesure leurs modèles peuvent-ils éclairer les défis de gouvernance démocratique que la République Mhm. démocratique du Congo est affrontant aujourd'hui? Père, cette Mhm. fois-ci, je vous accorde 2 minutes au lieu de 3 minutes. D'accord, je vais essayer. Alors, la question est vraiment pertinente parce que on peut voir déjà un Washington qui est, par sa personne même et l'incarnation des valeurs politiques qu'il porte, il est en train d'envoyer un message, je dirais, très profond, de rappeler qu'un pays ne tient pas uniquement grâce à des bons leaders. C'est-à-dire, c'est pas lui en tant que personne. Un pays tient grâce à des règles, n'est-ce pas? Des règles que même les leaders doivent accepter et respecter. Voilà. Euh,
il y a un très bon discours, en fait, que Washington avait prononcé à Newsburg en 1783. Et c'était vers la fin de la guerre touchait à sa fin. Et le Congrès américain a dit qu'il était vraiment sous pression parce qu'en faillite, et les militaires demandaient leur solde. Alors, Washington va faire un très bon discours dans lequel un geste simple va suffire pour faire baisser la tension. Où il dit à tous ces militaires et à tous ces congressmen, excusez-moi, vous voyez que j'ai vraiment vieilli au service de ce pays et je me trouve en train de devenir même aveugle en prenant de l'âge. Et ça a ému les gens. Alors, j'ai dit ça pourquoi? Pour dire que les gens doivent adhérer à la vision aussi du leader lorsqu'il faut, construire cette unité. Alors, pour venir à la RDC, je pense on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de faiblesses institutionnelles que nous voyons et qu'il y a beaucoup une sorte de personnalisation de pouvoir, qu'il y a une forme de fragmentation en fait politique et une forme de dépendance externe qui reste un défi énorme aujourd'hui. Et je pense que lorsque nous regardons en arrière et que nous voyons les valeurs que Kasavubu lui-même a incarné, un homme posé. L'honorable nous rappelait qu'il a été formé dans les séminaires pour devenir prêtre, avec un silence vraiment stratégique que beaucoup de gens ne comprennent pas. On peut commencer à comprendre que nos valeurs doivent aussi s'appuyer sur la vision et les institutions que nous voulons mettre en place pour essayer un peu de dépasser les formes de contradictions que nous avons. Mais des institutions crédibles sont nécessaires en plus d'une conscience nationale que nous devons partager. Et ça, les deux leaders que nous sommes en train de regarder ont su les projeter, en fait, dans leur communauté. Merci, Père Toussaint. Alors, pour boucler ces segments sur la contemporanéité, n'est-ce pas, des deux leaders, et en quoi est-ce que ceci nous inspire, j'aimerais une fois de plus revenir à vous, honorable Waka. Bâtir une nation implique de forger une identité historique commune. Comment Washington et Kasavubu ont-ils chacun cultivé l'unité nationale et le sentiment d'appartenance à une même patrie? Quelles leçons cela offre-t-il pour la cohésion nationale en République démocratique du Congo à ce jour? Honorable. Merci beaucoup. Assez rapidement, il faut voir quels sont d'abord les défis, j'en ai parlé tout à l'heure, les défis que rencontrent George Washington et Joseph Kasavubu. Le premier défi pour George Washington, comment faire des 13 colonies britanniques qui viennent de proclamer leur indépendance en faire un État unitaire. Deuxième défi, le même défi pour Kasavubu, mais pour Kasavubu, comment faire de ces 4 peuples ou 4 communautés linguistiques que sont les Bangala, Baswahili, Baluba et les Bakongo, en faire une population. Les deux ont la même solution, c'est le fédéralisme. Kasavubu est un fédéraliste, et George Washington est un fédéraliste. Mais nous allons voir comment Kasavubu va atténuer son fédéralisme. Donc, on y prend le fédéralisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord partager le pouvoir entre les États et l'État fédéral. On se partage les pouvoirs, les attributions. Du côté de Kasavubu, ça c'est George Washington, du côté de Kasavubu, on se partage les pouvoirs entre les gouvernements centraux et les provinces. Et à part le séparatisme, il y a la séparation des pouvoirs. Pour George Washington, il faut absolument éviter l'avènement d'une dictature et pour éviter cela, il faut équilibrer les pouvoirs exécutifs, donc la présidence américaine, les pouvoirs législatifs, les congrès et puis les pouvoirs judiciaires. Il faut trouver un équilibre qui puisse permettre d'éviter l'avènement de la dictature parce qu'ils ont créé un pays où règne la liberté. Du côté de Kasavubu, pour lui aussi, il va adhérer dans ce schéma-là. Maintenant, à part ce côté formalisme juridique, ce qui va unir la population, et c'est le point commun entre Kasavubu et George Washington, c'est le leadership cohésif. Leadership cohésif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est au service de toutes les communautés. Aux États-Unis, l'État fédéral est au service de tous les États. Aujourd'hui, tous les 50 États. Et au Congo, normalement, l'État devrait être au service de
toutes les provinces, de toutes les communautés linguistiques. Et malheureusement, on a remarqué, et c'est ça qui pose des problèmes au Congo, et nous avons les sentiments parfois que l'État est géré à tour de rôle par des groupes politiques qui s'accaparent du contrôle de cet État. Et ça nous pose énormément de problèmes. Donc, pour finir, pour revenir au leadership de Kasavubu et de George Washington, ce qui peut sauver aujourd'hui le Congo, c'est un leadership cohésif et l'avènement réel d'un État de droit. Merci. Merci beaucoup, honorable. Je voulais vérifier, m'assurer que mon micro était activé. Honorable, ce que vous dites nous intéresse davantage et cela nous pousse à vous garder un tout petit peu pour que vous puissiez essayer de répondre à cette petite question de suivi en rapport avec tout ce que vous venez de dire et nous vous accordons encore 3 minutes et plus. Est-ce que vous pouvez nous dire, honorable Louaka, l'initiative Freedom 250 célébrant 250 ans de démocratie américaine d'ici après-demain, en quoi l'héritage de Washington peut-il inspirer ou être réinterprété dans le contexte congolais? Parce que là, vous avez chuté par quelque chose de plus capital. Nous voudrions maintenant que vous puissiez nous dire concrètement comment est-ce que ce modèle de leadership de Washington peut inspirer ou être réinterprété dans le contexte congolais. À vous. Et la première des choses, le leadership de Washington laisse les pouvoirs politiques est au service de la communauté et non pas les pouvoirs politiques au service de leurs détenteurs. Donc ça, c'est le premier élément que George Washington nous a montré. Et Kasavubu, vous parlez en termes religieux du sacerdoce. On est au service de la communauté. Donc ça pourrait réellement aider les Congolais pour aller de l'avant. Deuxième chose, les Américains, en 250 ans d'indépendance, ont bâti la plus grande nation au monde aujourd'hui, la première puissance mondiale, c'est-à-dire une puissance économique et militaire, culturelle que l'humanité n'a jamais connue. Nous, maintenant, les Congolais, nous voulons, c'est quoi notre ambition? Devenir la première nation négro-africaine en Afrique entière. Donc, pour cela, pour réaliser cette ambition, nous devons aussi nous servir des exemples que les Américains ont donnés. Les Américains, la recette américaine est connue. C'est un pays où règne le droit, c'est un pays où règne la liberté et c'est un pays où règne l'égalité. Il n'y a pas un individu qui est au-dessus de loi. Il n'y a pas une institution qui est au-dessus de loi. Donc, nous pensons que si nous prenons comme modèle les côtés positifs du modèle américain, ça pourrait nous aider d'autant plus que nous sommes confrontés au même défi, c'est-à-dire des nations multiethniques. Les États-Unis, c'est une nation multiethnique. Le Congo est une nation multiethnique. Comment on gouverne une nation multiethnique? L'exemple américain pourrait énormément servir aux dirigeants congolais pour nous permettre d'aller de l'avant. Voilà, je disais merci à l'honorable Louaka pour ce point de clarification à ma question de suivi. Cela nous conduit vers le Père Toussaint. Père Toussaint, j'espère que vous êtes toujours là. Si Washington et Kasavubu pouvaient s'adresser aux jeunes leaders congolais et américains aujourd'hui, quel message pensez-vous, Père, qu'ils leur délivreraient? Père Toussaint. Klaus, merci. Je pense qu'en écoutant en fait les vertus et les valeurs, la vision qu'incarnaient ces grands leaders que nous sommes en train de regarder, je commencerai par Washington et je me dis que en fait on voit une grande polarisation aujourd'hui dans la politique américaine et peut-être à travers le monde. On est dans les extrêmes, c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. Et je pense que devant une situation comme celle-ci, Washington aurait comme message à la jeunesse américaine, à la jeunesse en général, de ne pas vraiment laisser la loyauté envers un parti devenir plus forte, par exemple, que la loyauté envers la République. Vous voyez, ce serait probablement quelque chose
qui préoccuperait en fait Washington, de voir la polarisation et l'esprit des partis en fait tel que ça se développe aujourd'hui. Justement, il avertissait que les factions politiques pouvaient empoisonner la vie politique en remplaçant le bien commun, n'est-ce pas, le bien commun, par des rivalités partisanes, ethniques ou tribales, n'est-ce pas? Alors, je pense que Washington, effectivement, rappellerait aux jeunes que les désaccords dans une démocratie, c'est une chose normale. Mais ces désaccords ne doivent pas mener vers la déshumanisation de l'adversaire ou de l'autre, jusqu'à lui souhaiter peut-être même la mort. Un autre aspect que je peux dire, c'est que Washington pourrait vraiment pousser sur la protection des institutions. Protégez vos institutions. Mais souvenez-vous qu'elles ne sont solides que par l'acte ou par le caractère des citoyens qui les soutiennent. C'est-à-dire quel est le caractère de l'homme ou de la femme qui porte cette démocratie. Vous savez, lorsque vous lisez ces fameux discours auxquels j'ai fait allusion au début, le discours d'adieu de George Washington, il a insisté, par exemple, que pour sauver la démocratie américaine, il faut promouvoir des institutions d'éducation. Donc, les écoles, les universités, ainsi de suite. Et je pense, peut-être pour terminer sur Washington, un troisième aspect de ce qu'il inviterait la jeunesse aujourd'hui à faire, c'est un message sur la liberté. La liberté n'est pas seulement le droit de faire ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? La liberté, c'est aussi cette responsabilité que la jeunesse, que tout citoyen doit avoir pour préserver la communauté politique où la liberté de tous peut durer. N'est-ce pas? Ça peut faire penser à des grands philosophes comme les Sartre qui nous disent que ma liberté à moi s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Et du coup, dans une république, on doit essayer de promouvoir ces formes de liberté-là. Alors pour Kasavubu, avec le pays qui est le nôtre et les contextes que nous traversons, je pense que s'il devait parler à la jeunesse congolaise aujourd'hui, il insisterait aussi beaucoup sur l'unité nationale. Il insisterait certainement sur le sens de la responsabilité historique et je pense que, connaissant Kasavubu aussi, c'était un homme d'une grande tendresse, patience, douceur. Il parlerait aussi peut-être de la patience en politique. On doit apprendre à être patient les uns vis-à-vis des autres. Alors n'oubliez pas que le Congo ne survivra que si vous apprenez à être congolais avant d'être, disons, Muluba ou Katangé ou Kassayen ou Kivusien ou Mukongo. Donc, ça, c'est des identités que nous portons au fond de nous, qui sont une très grande richesse, mais lorsque nous voulons construire une république, nous devons transcender ces particularismes et dire, nous avons une vision commune, une expérience commune, des attentes communes, pardon, et nous voulons construire un pays. Alors, s'il faut parler de la liberté au sens de Kasavubu, en politique, je dirais qu'il pourrait peut-être, sachant que nous venions d'une époque coloniale, demander à ce que notre liberté produise vraiment la dignité du peuple. Et ça, c'est l'incarnation même de l'esprit de notre hymne national. L'indépendance en 1960, souvenez-vous, n'était pas une fin en soi. Le drapeau, l'hymne national, la souveraineté, c'était pour que nous sortions en fait de cette forme de déshumanisation dans laquelle la colonisation nous avait poussés. Et pour terminer, je me dis Kasavubu, bon, peut-être qu'il nous pousserait aussi à rechercher vraiment à conquérir le pouvoir, pas pour le pouvoir, mais se demander d'abord à quelle fin je veux servir, je veux utiliser ce pouvoir. Et Kasavubu a été ces religieux peut-être ou ces clergés, même en politique, si bien que beaucoup de gens l'ont considéré comme mou, indolent, très patient, mais c'était plutôt une patience et un silence stratégique pour consolider la nation et les institutions. Voilà un peu ce que je peux dire, M. Cross, de façon résumée. De façon résumée, il y a beaucoup de choses à dire. Nous pouvons entendre, nous pouvons sentir qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit quand vous parlez ou quand l'honorable Louaka parle, mais le temps nous coince. Et est-ce que vous pouvez, une fois de plus, Père Toussaint, nous dire dans une minute, au-delà de ces différences ou au-delà des différences de contexte, quelle, quelle est, selon vous, la qualité de leadership la plus universelle que partagent Washington et Kasavubu, celle qui transcende les époques et les géographies? Dans une minute, Père. Alors, dans une minute, qu'est-ce que je peux dire? Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, Krauss, c'est de dire
Chez les deux leaders, il y a un sens fort du devoir qui passe avant toute forme d'ambition personnelle, n'est-ce pas? Et le véritable leader, c'est celui qui garde à l'esprit, n'est-ce pas, les besoins, les demandes, les attentes de la communauté et qui veut partager, qui veut inspirer, qui veut que ça soit un projet collectif et non un succès personnel ou individuel. Et c'est comme ça que ces leaders se sont inscrits en fait dans l'histoire de l'humanité parce qu'ils se sont mis au service des autres, au service de la communauté, de leur pays, de leur nation, plutôt que à vouloir servir leurs propres ambitions. C'est vraiment de façon rapide, en 1 minute, ce que je peux dire. Merci beaucoup, Père. Alors, avant Mm. de terminer ce segment direct entre vous et nous, avant de passer aux questions qui proviendraient de l'auditoire, nous allons poser la toute dernière question à l'honorable Louaka, si vous êtes encore là. L'histoire a parfois été sélective dans la manière dont elle a traité ces deux figures. Bien entendu, Joseph Kasavubu et George Washington. Que faudrait-il réévaluer au mieux ou mieux enseigner aux États-Unis comme en RDC pour rendre justice à leur héritage? Honorable Waka, vous avez la parole de 3 minutes maximum. Merci beaucoup. Je pense ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est enseigner, réenseigner leur conception du pouvoir. George Washington et Kasavubu considèrent qu'ils doivent servir la communauté. Ça, c'est la première chose. Mais pour servir la communauté, deuxième élément, ils ont besoin d'un outil, d'un instrument qu'on appelle le pouvoir. Troisième élément, et c'est ça vraiment qui les caractérise, les deux ont un rapport assez, disons, paradoxal avec le pouvoir. George Washington considère le pouvoir n'est qu'un instrument pour réaliser des choses au bénéfice de la communauté. Et le père Toussaint en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que les gens ne se souviennent pas. À la fin de son premier mandat, George Washington ne voulait plus se présenter aux élections comme président des États-Unis. Ce sont ses amis qui sont venus les suppléer en disant, voilà, le pays a encore besoin de votre expérience, le pays a encore besoin de votre leadership, il faudrait absolument que vous puissiez vous présenter pour un second mandat. Donc, vous voyez, ce n'était pas quelqu'un qui était amoureux du pouvoir. Et du côté de Kasavubu, on le sait. On a aussi, je peux donner un exemple, lorsqu'on rédige les projets de constitution de Louloabour de 1964, on lui amène le projet et vous connaissez un peu la caractéristique de la classe politique congolaise, c'est la flatterie. Donc, les initiateurs, ceux qui travaillent, les commissionnaires, les membres de la commission, ont rempli des prérogatives la fonction présidentielle pour plaire au président Kasavubu. Voici ce que le président Kasavubu leur a dit. Écoutez, vous me donnez trop de pouvoir parce que vous considérez que je suis un homme honnête et intègre. Mais vous ne savez jamais qui va me succéder et comment il va se servir de ces pouvoirs-là. Il faut élaguer. Il faut élaguer. Kasavubu lui-même demande aux membres de la commission de diminuer les prérogatives qu'ils sont en train de prévoir pour lui dans la constitution de Louloabour. Donc, c'est ce qui nous permet de voir que Kasavubu et Washington, c'est des gens qui se sont servis du pouvoir pour être utiles à la communauté, mais ils ne sont pas tombés amoureux du pouvoir ou ils n'ont pas été enivrés par le pouvoir pour s'accrocher. C'est qu'on a vu dans beaucoup d'autres pays, surtout des pays africains, où dès qu'on vous donne cet outil qu'on appelle le pouvoir, et puis, bon, voilà, vous tombez amoureux de cet outil, de cet instrument, vous passez la nuit avec, et vous avez du mal à vous détacher de cet outil, alors que ce n'est qu'un outil pour servir la communauté. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important pour nos jeunes. Il faut qu'ils comprennent, l'exemple de Kasavubu et de Washington, le pouvoir est un instrument au service de la communauté, non pas quelque chose qui devient une partie de son détenteur. Et parce que c'est comme ça que lorsqu'on tombe amoureux du pouvoir, et puis
petit à petit, on s'enivre du pouvoir et puis on perd le contrôle avec la réalité. Et nous savons ce qui s'est passé. Et en Centrafrique, on a un président qui se proclame empereur Bokassa. On a vu en Ouganda les égarements d'Idi Amin Dada parce que tout simplement, ils étaient enivrés par le pouvoir. Le leadership de Kasavubu et le leadership de Washington nous préservent de ces égarements. Merci, merci beaucoup à l'honorable Thomas Loaka et merci au père professeur Toussaint. Merci beaucoup d'avoir franchi, n'est-ce pas, ce premier segment de notre panel. Maintenant, nous allons passer, il y a eu beaucoup de choses, j'étais en train de prendre note de beaucoup de choses ici pour essayer de résumer à la fin, mais parce que nous courons derrière le temps, nous allons d'abord passer à l'étape suivante, celle de recevoir quelques questions que nous aurons reçues du public. Voilà, pendant que nous... Et voilà, donc, nous avons, vous avez les codes, le QR code, vous avez le lien, et vous l'avez déjà noté quelque part. Maintenant, c'est le temps pour vous de poser. Nous allons sélectionner les 4 meilleures questions. Vous pouvez poser vos questions directement en cliquant sur ce lien ou en lisant. Et voilà, le QR code. Alors, voilà, il y a aussi des questions dans le chat. Au cas où vous avez eu des petits soucis, n'est-ce pas, de poser des questions en direct. Mais nous aurions voulu que vous le posiez en direct comme cette première question. Ça prouve quand même l'engagement entre vous et les panélistes. Alors, mais si vous ne les avez pas posées ici, Madame Rob pourra les sélectionner et nous les faire parvenir. Voilà, vous avez la première question. Cette question, je ne sais pas si elle est adressée à qui. L'histoire américaine montre que leur république a survécu grâce à des compromis politiques majeurs entre factions rivales au départ. Comment le gouvernement congolais peut-il s'inspirer de cette, je pense que c'est de cette culture, hein? Voilà. Je pense que cette question peut s'adresser premièrement à l'honorable Ouaka, et puis le père Toussaint, vous pouvez compléter si vous avez des éléments de réponse. La question est là, vous la lisez aussi comme moi. Dites-nous si vous avez une réponse 2 minutes, 1 minute 30 secondes par chacun. Comme ça, nous aurons 3 minutes pour vous deux. Honorable Ouaka, vous commencez. Est-ce que vous avez un élément de réponse que vous pouvez donner à ce participant? Oui, merci beaucoup. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à cette question, comment les Américains arrivent à des compromis politiques majeurs entre factions rivales. Je crois que c'est la culture du dialogue, la culture du débat. Tous, ils sont à la recherche de l'intérêt commun, mais pour arriver à cet intérêt commun, il faut discuter, il faut échanger. Et il faut retenir que le dialogue est un lubrifiant politique. Le dialogue est un lubrifiant politique. Lorsque au Congo, vous ne permettez pas aux gens d'échanger, de donner leur point de vue librement, et bien facilement, ils sombrent dans la contestation armée. Donc, pour éviter cela, il faudrait vraiment qu'on revienne à la culture du dialogue. Lorsqu'il y a un sujet qui intéresse toute la communauté, il faut mettre ça sur la table et commencer à en débattre de manière sereine. Pas d'invectives, pas d'insultes, ni que ce soit. Donc, je pense que cette culture du dialogue, aux États-Unis, ils appellent ça la culture du débat, peut nous inspirer et nous aider à améliorer notre gouvernance. Père Toussaint, vous avez un élément de complément? OK, rapidement, je dirais effectivement, je pense que la politique elle-même, en fait, c'est l'art du dialogue, hein, pour renchérir sur ce que l'honorable venait de dire. Regardez la personne de Kasavubu que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, venant de la BACO,
dans les années 50, lorsque le Congo devient indépendant, il se rend compte que simplement, avec ses valeurs, avec son appartenance, il est impossible de gouverner et donc il doit faire des compromis, n'est-ce pas? Le leadership, en fait, dans toute société plurielle, démocratique, exige des négociations, des accommodations, des formes de coexistence. Et les compromis, il faut qu'on se le dise, n'est pas toujours une forme de faiblesse. Le compromis peut être une intelligence, justement, de la coexistence. Et c'est pour ça que, un peu comme ce que disait l'honorable, euh, lorsqu'on se radicalise, c'est alors qu'on prend les armes. Mais lorsqu'on est capable de créer des espaces où les différences sont accommodées, alors on devient quand même une nation où les institutions protègent tout le monde, les majorités et les minorités, et ainsi de suite. Et donc, les dialogues, oui, les compromis, oui, et nous pouvons apprendre certainement de ce que nous voyons chez Washington et le leadership américain. Voilà. La culture du débat ou la culture du dialogue, est ce que résume votre réponse à vous deux, n'est-ce pas, à cette question. Alors, nous avons une autre question, Rob. Euh, voilà, si la question n'est pas posée en direct, nous pouvons la lire partant du... Voilà. OK. Bien. Alors, c'est le American Space Matadi qui a une question pendant que Madame Hope est en train de compiler d'autres questions dans le chat. Alors, vous posez une question depuis Matadi, posez juste une question et précisez la question est adressée à qui de ces deux panélistes. Oui, merci beaucoup pour la parole qui m'est accordée pour cette question. J'en avais deux, mais comme il est question de en donner qu'une, voici ma question. Si pour les États-Unis d'Amérique, George Washington est considéré comme le père de la nation américaine, pouvons-nous, nous Congolais aussi dire que Kasavubu est le père de la nation congolaise, ou l'un des pères, parce qu'il y en a plusieurs? Merci. La question est adressée à, je pense qu'aux deux, celui qui pourra nous répondre. Si c'est M. Kumalwata ou c'est le frère, nous, c'est la réponse, c'est le père. Le père dit. Nous, c'est la réponse qui nous intéresse. Celui qui a la réponse, père. Alors, je pense que cette question peut être adressée par les deux. Comme vous avez choisi Père Toussaint peut répondre à cette question. Je ne sais pas si vous avez compris, Père. Pour les Américains, George Washington est considéré comme le père fondateur de cette nation. Est-ce que pour nous, au Congo, est-ce que les Congolais peuvent considérer aussi Kasavubu comme le père fondateur ou comme l'un des pères fondateurs? Quelle est votre réponse Alors, dans cette nuance? ma réponse dans cette nuance, c'est que même retourner vers les États-Unis, on doit considérer George Washington comme l'un des pères fondateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas lui seul. Il a dû travailler avec d'autres, hein, n'est-ce pas, les Jefferson, les Madison. Donc, il n'était pas seul, en fait, à porter la lutte, hein, de l'indépendance américaine, mais c'est vrai qu'il a été une figure de proue, d'abord comme militaire, comme disait l'honorable, ensuite comme premier président. Alors, lorsqu'on revient dans notre pays aussi, nous savons que les années 50 ont connu beaucoup d'ébullitions pour demander l'indépendance. Mais il y avait beaucoup d'ingrédients, en fait, qui étaient à la fois locaux, à la fois globaux, n'est-ce pas, après la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup d'intellectuels qui ont poussé à ce que l'indépendance devienne imminente. Je disais quelque part ailleurs, justement, que l'Abaco, par exemple, n'est pas une œuvre qui a été fondée par Kasavubu. Il a été élu, n'est-ce pas, après que le parti existe déjà comme un mouvement associatif culturel. Et celui qui était à la base, c'était un jésuite, le père Henri Matota, qui était secondé par l'abbé Jean Loya. Et le 4 janvier, par exemple, 59, pardon, lorsqu'il y a les émeutes à Kinshasa, c'est l'abbé Loya qui va donner sa soutane et la VOE à Kasavubu pour l'exfiltrer de la ville. Donc, bref, pour dire que le mouvement d'indépendance et des fondements de la nation, c'est une œuvre collective et nous devons regarder la chose comme ça. Nous le considérons comme père, n'est-ce pas, fondateur, parce qu'il a été le premier président du pays, mais nous savons qu'il y a eu les Lumumba et beaucoup d'autres politiciens autour de lui qui ont porté les mêmes projets d'indépendance vers ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Merci.
Merci à Père Toussaint et à l'honorable Louaka. Je vois, nous sommes en train vraiment de... nous Je so- n'ai pas oui, répondu à la question. honorable, oui, c'est ça. Oh, vous n'avez pas encore répondu. OK, vous avez la parole, honorable. Je pensais que c'est vous qui avez Merci. commencé. Non, non. Allez-y, allez-y, Merci, allez-y. merci beaucoup. Très rapidement, je répondrai par oui et non. Kasavubu peut être considéré comme le père de la nation congolaise, plus exactement le père de l'indépendance congolaise, parce que au nom de la BACO, c'est le premier politicien dans une déclaration qu'on appelle les contre-manifestes de la BACO en 56. C'est la première organisation qui parle d'indépendance du Congo. Donc ça, il faut le retenir. Kasavubu a demandé l'indépendance avant tout le monde. Mais je dirais aussi non. Non, pourquoi? Parce que pour deux choses, des éléments tout à fait simples. Kasavubu était président de l'ABACO. L'ABACO, c'est quoi? C'est l'association des Bakongo. Ce n'était pas l'association de tous les Congolais, c'était une association tribale. Deuxièmement, lorsqu'en 59, Kasavubu va à Bruxelles pour le compte de l'ABACO, il va faire un mémorandum et les Belges vont rendre ce mémorandum public. L'ABACO en 59 demande l'indépendance graduelle, pas l'indépendance de tout le Congo. On commence par l'indépendance de la province de Léopoldville, c'est-à-dire Bas-Congo et Bandundu, et puis successivement, on ira avec l'indépendance des autres pays. Donc, ce sont ces deux éléments-là qui disent aux gens que non, Kassaboubou, il y a un débat, mais en bref, voici ma position. J'ai rejoint le père Toussaint là-dessus. Kassavubu est de manière incontestable l'un des pères de la nation congolaise. Merci beaucoup. Nous voyons, nous voyons demain depuis les deux autres American Spaces, l'un à Kinshasa, à l'UPC, à Lumbashi, à Kisangani. Nous avons accordé la parole à Matadi. Mais avant de revenir à vous, les American Spaces, laissez-moi poser trois petites questions que nous avons sélectionnées dans le chat ici. Euh, Avant de revenir vers vous, je crois qu'avant de terminer, nous allons revenir vers vous. Euh, alors, la question provient de Monsieur Baudouin. Cette question est adressée à l'honorable Thomas Louaka parce qu'ici, n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'un dialogue comparatif, mais aussi des leçons que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de l'un ou de l'autre de ces deux leaders dans la gouvernance ou dans la gestion de la chose publique. Et c'est dans ce contexte, honorable Louaka, qu'une question vous est adressée par Monsieur Baudouin Bassé Deke. Il vous pose la question, honorable, que regrettez-vous de n'avoir jamais fait pour votre pays durant votre passage au ministère de la Justice? Et quelle est votre réalisation dont vous êtes le plus fier en faveur de ce pays, donc la RDC, des suites des diverses responsabilités que vous avez occupées, n'est-ce pas, dans ce pays? Honorable, une minute. Merci beaucoup. En une minute, déjà, je réponds à notre compatriote que j'ai jamais été ministre de la Justice, mais je vais quand même répondre à la question. Donc, quelques réalisations, je peux m'enorgueiller. J'étais ministre de Pétentique, Poste et Télécommunications. J'ai contribué à installer la fibre optique de Mwanda, à partir de Mwanda, Kinshasa, jusqu'à Lubumbashi, relier le pays de l'Est à l'Ouest par fibre optique. Donc, c'est vrai que ça ne se voit pas, c'est enterré, les gens n'ont pas conscience qu'un travail a été fait. Quand j'étais aux infrastructures, ministre des infrastructures, j'ai apporté ma petite contribution pour asphalter la route RN, la route nationale numéro 1, qui part justement de Mwanda et qui devrait arriver jusqu'à Lubumbashi. Moi, j'ai fait les tronçons qui partent à partir de Kikwiti qui va vers le Kasaï. Donc, avant mon avènement comme ministre des infrastructures, les jeunes de Chikapa, du Kasaï, pour venir à Kinshasa, ils devaient prendre un avion. Et après mon avènement au ministre des infrastructures, aujourd'hui, la population du Kasaï vient à Kinshasa par route. Je ne m'enorgueillis pas parce qu'il y a aussi, ça a favorisé ce qu'on appelle l'exode rural, mais justement, c'est par la route que j'ai contribué à asphalter qui facilite aujourd'hui les déplacements de la population du Kasaï vers Kinshasa.
Alors voilà, Baudouin, vous avez la réponse. L'honorable Ouaka est fier de partager ses quelques réalisations. Et vous pouvez vous en rendre compte, et peut-être ça vérifier si vous voulez. Alors, une autre question, cette fois-ci, la question est adressée à vous deux. Parce que vous êtes tous les alumni des programmes d'échange du département d'État. Monsieur Moïse Mbala, depuis Kinshasa, pose la question, quels sont les impacts du partenariat Washington-Kinshasa depuis 1960? Euh, Peut-être que à la fin, je ne sais pas si... voilà, en tant que les alumni, honorables et pères, vous pouvez nous donner vos impressions et en même temps en tant que politologue, parce que vous êtes dans la vie politique, une vie politique active et une vie politique académique pour le Père Toussaint. Je m'imagine que vous pouvez avoir quelque chose à dire ici dans une minute, une minute. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Quel serait l'impact ou quels seraient les impacts du partenariat Washington-Kinshasa depuis 1960 jusqu'à ce jour? Honorable, et puis après Père Toussaint. OK, merci beaucoup. Je ne prendrai que deux exemples hein, dans le cadre du partenariat Kinshasa-Washington. En 1962, en 1960, l'une des grandes provinces du Congo fait sécession, ça s'appelle le Katanga. Et la sécession est neutralisée militairement en 1900, décembre 62, janvier 63, grâce à la décision du président américain John Fitzgerald Kennedy, qui décide que trop c'en est trop, il faut réunifier le Congo. Les Américains vont donner des moyens militaires, logistiques aux Nations Unies. À l'époque, la mission s'appelait ONUC. Et ce sont les casques bleus indiens et suédois qui vont militairement neutraliser la sécession katangaise. Si le Congo a été réunifié en 1963, c'est grâce à l'intervention américaine. Deuxième exemple, aujourd'hui, nous le savons tous, si aujourd'hui la guerre du M23 soutenue par le Rwanda est stoppée, c'est grâce à l'intervention américaine. C'est les Américains, le président Donald Trump, qui a freiné l'avancée du M23 avec le Rwanda sur le territoire congolais. Et d'ailleurs, c'est les Américains qui ont fait dégager le M23 d'Ouvira, nous le savons tous. Donc, juste des exemples du partenariat, un dans les années 60 et un qui est actuel. Et peut-être finir un troisième exemple. Les Américains sont les premiers contributeurs au budget de fonctionnement de la MONUSCO qui est installé au Congo. Les Américains donnaient dans les opérations de maintien de la paix 1,3 milliard chaque année, 1,3 milliard pour les 11 opérations de maintien de la paix. Au mois de novembre, le président Trump a décidé de réduire ça de moitié, donc à 600 millions, mais à une condition, il veut absolument que la mission de la MONUSCO puisse continuer comme avant. Merci. Alors, Moïse, vous comprenez que les exemples, il y en a les gens. Vous avez entendu l'honorable Louaka dire qu'il ne peut citer que ces trois-là. Quand quelqu'un dit il ne peut citer que ces trois-là, ça dit il y en a les gens. Donc, vous comprenez, il y a de ressources, évidemment, sur le site web de l'ambassade qui démontre combien l'ambassade est un partenaire privilégié. En fait, le gouvernement américain est un partenaire privilégié de la République démocratique du Congo. Et voilà, Père Toussaint, dans une minute aussi, parce qu'il nous reste 6 minutes pour boucler ce segment avant de passer à un autre segment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que l'honorable a dit? Très rapidement, alors, d'abord, je soutiens, donc j'adhère à tout ce que l'honorable venait de dire, n'est-ce pas? Peut-être pour ajouter, je pourrais dire que l'âge d'or, en fait, de la République démocratique du Congo, c'était les années où le Zaïre, en fait, a fait trembler le reste de l'Afrique comme un grand pays, une grande nation. Et nous savons que le président Mobutu avait quand même de très grandes relations avec les États-Unis pendant cette période. Mais ce que je voudrais dire à notre ami, et je crois que je cherche à comprendre en fait la question, d'où elle vient et qu'est-ce qu'il veut entendre davantage, c'est de lui rappeler que dans tous ces partenariats, en fait, on ne doit pas non plus être dupe et naïf. On ne doit pas se dire que les États-Unis sont là pour nous accompagner comme si c'était le grand frère ou un parent qui continue à suivre son enfant dans sa croissance. Nous sommes deux États, deux nations souveraines
ou des États souverains, pardon, des nations souveraines. Et quand on parle de partenariat, on se considère déjà à un état d'égalité, dans une certaine mesure. Et du coup, ce que les États-Unis font chez nous, avec le gouvernement congolais ou avec le peuple congolais, doit servir les intérêts des États-Unis. Et il faudra que les Congolais eux-mêmes le comprennent et comprennent que se rapprocher d'un grand pays, d'une grande nation comme les États-Unis, doit servir aussi les intérêts nationaux du Congo. Et l'honorable a parlé en fait du M23 qui a fini sa guerre par exemple en 2013 sur un coup de fil du président Obama. C'est quel positionnement, quelle manière de définir l'intérêt national du Congo nous apportons à la table lorsque nous sommes en train de parler de ces partenariats. Donc je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité de notre côté et nous devons être capables de l'articuler convenablement. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, honorable Waka et Père Tousseka Farire, pour vos réponses éclairées à cette question-là. Alors, parce que nous courons derrière les temps, il ne nous reste que 3 minutes pour boucler ce petit segment et passer à un autre segment. Nous accorderons la parole à l'American Koneki Sangani. Vous posez une petite question de manière très brève, succincte et voilà, précisez à qui vous adressez la parole parce que nous n'avons pas, je ne pense pas que dans 2 minutes, ils peuvent parler tous les deux. Alors, Kisangani, vous avez la parole. Ma question, c'est, je voulais poser la question par rapport à ce que vous avez dit sur les deux intervenants. Quels sont les avantages pratiques que les jeunes pouvaient en tirer par rapport aux expériences des leaders des deux pères fondateurs? Les avantages pratiques pour aujourd'hui. Voilà un peu ma question. Honorable Père Toussaint, quels conseils pratiques donneriez-vous à ces jeunes réunis dans ce panel aujourd'hui à distance de la leçon qu'ils peuvent tirer de ce panel, n'est-ce pas, partant de l'expérience de ces deux leaders? À vous. Honorable Père Toussaint, vous avez la parole. D'accord. Alors, de manière pratique, hein, je peux dire, lorsque vous lisez en fait la biographie de quelqu'un comme Washington, vous allez vous rendre compte que, je pense que l'honorable en a parlé, c'était un homme d'affaires essentiellement. C'était un homme d'affaires qui s'est engagé vraiment pour promouvoir la liberté et l'indépendance de son pays et qui a offert le meilleur de lui-même jusque dans sa vieillesse pour servir une cause beaucoup plus grande que lui. Et c'est quand on poursuit un idéal beaucoup plus grand que soi, n'est-ce pas, qu'on rentre aussi dans l'histoire. Alors, on peut dire la même chose du président Kasavubu, qui était d'abord voulait devenir prêtre, et puis il se retrouve comme instituteur après qu'il soit renvoyé du couvent parce qu'il ne pouvait pas être ordonné prêtre. On le trouvait assez indépendant, un esprit rebelle, et du coup, l'Église s'est dit, on ne saura pas le contenir. Et on sent qu'il va mettre ces mêmes services au service de la nation. Alors, vous, comme jeune, quel est l'idéal que vous portez, qui vous anime, qui vous habite et qui vous engage justement à vouloir transformer les communautés dans lesquelles vous vivez? Ça, c'est peut-être la première chose que je peux dire, un panel comme celui-ci peut susciter en vous. Quelqu'un comme Washington n'avait pas une grande culture des livres. Ce n'était pas un grand universitaire. Mais il s'est appuyé évidemment sur les autres qui étaient autour de lui pour consolider les départs d'une démocratie américaine. Kasavubu, par contre, c'est quelqu'un qui avait été bien formé dans les classiques, le latin, le grec et la philosophie, la théologie. Mais ce n'est pas pour autant que on va dire qu'il a été le meilleur des leaders parce qu'il avait lu beaucoup de livres. Donc, bref, vos talents à vous, vous devez les cultiver, les peaufiner au jour le jour et dire, même la petite communauté dans laquelle vous vivez, vous pouvez donner votre leadership en vous dessaisissant des intérêts partisans ou égoïstes. Voilà ce que je peux dire comme source d'inspiration à partir de notre panel et de notre échange de discussion aujourd'hui. Honorable Waka, peut-être avant de répondre à cette question-là, parce que je vais vous interrompre un peu, vous n'allez plus répondre à cette question, comme il y a une main levée à l'UPC, et nous aimerions que vous puissiez répondre à cette question-là. Alors, UPC, posez votre question et adressez-la à l'honorable Waka.
pour la réponse. Pas d'édition, mais Et activez votre micro, s'il vous plaît. Et vous qui êtes en train de participer, prière, désactiver les micros. Ce sont les petits principes de programme virtuel. Quand vous ne parlez pas, Merci. vous n'activez pas le micro. Je m'appelle Espérance Samba et la question est adressée à l'honorable Thomas Noaka. Nous avons suivi comment il a rapproché ou il a formé les fondateurs George Washington et Joseph Cassavant à 3 points. Maintenant, notre question est celle de savoir, il y a beaucoup de présidents qui se sont succédés aux États-Unis depuis George Washington jusqu'aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de présidents qui se sont succédés en République démocratique du Congo depuis jusqu'aujourd'hui. Alors, aux États-Unis. George Washington et Excusez, nous avons eu des petits problèmes avec le son, en tout cas malheureusement. Je ne sais pas, l'honorable, est-ce que vous avez capté quelque chose? Je ne pense Non, pas. pas du tout. Voilà, parce que moi-même, je n'ai rien capté. Mais bon, voilà, cette question-là, Dieu merci, prière, notez cette question-là. Vous allez nous l'envoyer et nous allons la parvenir à l'honorable Ouaka. Il pourra nous donner la réponse et nous reviendrons vers vous pour que vous puissiez transmettre cette réponse-là au participant qui a posé cette question. Alors, parce que nous sommes en train de nous en tenir au respect de l'heure, chers amis participants. Bon, maintenant là, en tout cas, Dieu merci, vous pouvez désactiver le micro. Donc, nous sommes en train de passer à l'étape suivante, c'est celle de clôturer la réunion. Nous avons 7 minutes et dans ces 7 minutes, nous allons accorder 2 ou 3 minutes aux distingués panélistes de dire leur mot de la fin. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sous forme d'une question. Gloire, si vous pouvez balancer cette dernière question-là pour que nous puissions la parvenir aux panélistes. Pendant que mon collègue est en train de s'apprêter à afficher la question, Honorable Ouaka, Père Kafarire, en une phrase ou en une image, quel est pour vous l'héritage ou le legs le plus précieux de ces deux leaders fondateurs? Vous avez 2 minutes pour clôturer ce panel. Merci beaucoup. Pour moi, ce qu'on peut retenir de Washington de Kasavubu, et c'est le code PIN pour garantir la stabilité politique et le développement économique d'un pays. Voici le code PIN qu'il nous faudrait, nous les Congolais, utiliser. Premier élément du code PIN, c'est une vision claire. Washington avait une vision claire de là où il voulait amener le pays. Et Kasavubu aussi avait une vision claire. C'est la vision. Deuxième élément, c'est s'appuyer sur la compétence. On a vu George Washington, il s'est entouré avec les Jefferson, les Madison, c'était des gens très compétents. Donc, la compétence au service de la communauté. Troisième élément du code PIN, c'est l'éthique de l'intérêt général. Donc, voilà, je récapitule. Pour développer le Congo, nous connaissons la recette. C'est avoir une vision claire, où est-ce que nous voulons aller. Deuxième élément, s'appuyer sur des compétences, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et troisième élément, ces hommes-là doivent être animés par les soucis de l'intérêt général et non pas pour des intérêts égoïstes. Lorsque nous mettons ces trois éléments
dans les téléphones du Congo, vous allez voir comment les téléphones vont s'allumer parce que c'est le bon code. Donc, je pense que la formule est là. Nous avons maintenant besoin d'une volonté politique pour utiliser ces codes PIN. Tout est connu, mais malheureusement, c'est comme on dit souvent, je sais ce que je dois faire, mais je fais ce que je ne dois pas faire. Donc, c'est une question de volonté politique. La classe politique doit aujourd'hui faire un sursaut pour revenir aux fondamentaux de Washington et de Kasavubu, une vision claire, des gens compétents et qui ont l'éthique de l'intérêt général. Je pense que nous allons construire une très, très grande nation en Afrique centrale et on arrêtera le monde entier arrêtera de se moquer du Congo. Merci beaucoup. Alors, là, en ces termes, il dit vision claire, compétence, intérêt général. Voilà le mot qui conclut la participation du honorable Louaka à ce panel. Père Toussaint, qu'en est-il de vous? Alors, en regardant ces deux grandes figures de l'histoire, ce qui me vient à l'esprit pour clôturer et pour conclure, c'est de nous rendre compte d'abord que c'est des gens qui ont une certaine conscience de l'urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le leader, en fait, c'est celui qui est à l'écoute des autres et des besoins les plus pressants pour dire ensemble, nous pouvons trouver une solution et apporter une réponse. Donc, comment nous cultivons la conscience? Je pense que j'ai vu une question défiler qui me demandait par rapport à l'éducation comme jésuite, ainsi de suite, mais j'en profite pour dire que l'éducation que nous devons promouvoir dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas simplement une capacité de trop connaître les livres et beaucoup porter un bagage lourd, mais c'est peaufiner, c'est vraiment affiner la conscience du besoin et de notre communauté et nous rendre compte que nous pouvons y arriver. Deuxième aspect, je dirais, c'est évidemment le sens de la responsabilité. Ces deux hommes que nous venons de discuter, ils avaient un fort sens des responsabilités, comme si l'histoire les avait placés à un moment critique pour que chacun assume la part des responsabilités pour sa communauté, pour sa société, pour l'avenir. Le leader, justement, c'est celui qui ne se contente pas de l'immédiat, mais qui a une vision qui va beaucoup plus loin, n'est-ce pas? La foule peut regarder de près, mais le leader, il essaie de frayer un chemin qui va plus loin en prenant ses responsabilités. Troisième aspect, c'est notre perception du pouvoir. Je crois que nous sommes en train de construire une démocratie et nous devons arrêter de sacraliser les individus. Nous devons sacraliser les institutions, les textes qui nous gouvernent. Pourquoi? Parce que le pouvoir doit me rappeler que je suis au service d'eux. Ce n'est pas pour que je sois adoré ou adulé ou intronisé au panthéon de je ne sais pas moi quoi. Ça, l'histoire peut s'en charger. Et donc, essayer d'éviter la mégalomanie pour faire en sorte que le pouvoir que je possède, je l'utilise à bon escient pour relever les autres. C'est quelqu'un qui disait, Maya Angelou, en fait, une américaine poétesse, je n'ai pas besoin de mettre l'autre à genoux devant moi pour me sentir grand. Donc, il faut mettre celui qui est à genoux debout avec toi, vous vous regardez dans les yeux. Quand vous lui donnez cette dignité et ce respect, alors vous saurez que vous avez fait quelque chose. Donc, notre pays doit faire cela aussi si nous voulons être de véritables leaders pour notre société et pour notre temps. Merci. Merci beaucoup à Père Toussaint, merci à l'honorable Ouaka. Vous avez tenu l'heure, il est 15h30 net. Nous venons de terminer notre panel. Mais bien avant de lever cette séance, nous aimerions rappeler aux chers participants, vous qui avez participé à ce jour, que la responsabilité citoyenne, ce qu'on dit en d'autres termes, le civisme, c'est quelque chose de très, très, très capital. Les deux panélistes en ont évoqué. Et la conclusion est qu'en une phrase, vous allez retenir quelque chose comme quoi Washington et Kasavubu nous rappellent que bâtir une nation n'est pas un acte, mais un engagement, celui de placer l'intérêt du peuple au-dessus de toute ambition personnelle et de choisir les institutions plutôt que le pouvoir. C'est ce legs que nous portons ensemble des rives et de Potomac aux rives du Congo.
bonne fête de l'indépendance à la République démocratique du Congo, déjà depuis hier, et bonne fête de l'indépendance aux États-Unis d'Amérique qui approche d'ici là. Pour terminer, nous aimerions remercier sincèrement le panéliste, honorable Thomas Luaka et père professeur Toussaint Kafarere, pour votre disponibilité. Malgré vos agendas professionnels surchargés, vous avez accepté de prendre part à ce panel et nous vous remercions vous, les participants. Vous avez été très nombreux. Plus de 150 personnes ont joué ce panel au début et vous terminez le panel à une centaine de personnes, ce qui prouve un intérêt particulier que vous aviez, n'est-ce pas, porté à cette activité. Alors, nous vous invitons déjà à savoir que si aujourd'hui nous sommes réunis en ligne et à travers les American Spaces, parce que ces American Spaces servent de plateforme de connexion entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, n'hésitez pas de nous visiter à chaque fois que vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une information autour des États-Unis ou de quoi que ce soit. Toutes les activités qui y sont organisées sont organisées gratuitement. On ne va pas vous demander quelque chose, donc c'est à l'accès libre. Alors, maintenant, là, pendant que nous vous remercions, vous allez constater que nous allons devoir vous afficher le QR code pour le surveil post-événement. Nous avons tenu ce panel. C'est à vous maintenant de nous dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, en quoi est-ce que ce panel avait été utile pour vous. Est-ce que vous êtes en train de sortir de ce panel tel que vous étiez venu au départ, avant le panel? Voilà. Cela dit, nous vous disons grand merci et nous voulons aussi remercier toute l'équipe de la Public Diplomacy Section, donc ici à l'ambassade des États-Unis, pour leur participation et leur soutien pendant la préparation de cette activité. Cela dit, nous vous disons merci encore une fois, honorable Luaka. Mais un instant, j'allais peut-être oublier, je veux demander à tout le monde qui est connecté d'allumer sa caméra parce que nous allons prendre une photo famille virtuelle. Photo famille virtuelle, vous devez être tous devant l'écran. Et puis, voilà, on va prendre quelques captures. C'est pour immortaliser cet événement. Et lorsque nous allons vous envoyer, tout de suite là, on va envoyer le lien du sondage. Mais nous allons également vous le renvoyer quand nous allons vous contacter pour vous envoyer le lien de cet événement qui avait été enregistré. Peut-être que vous pouvez revivre l'événement. Et voilà, nous vous disons merci. Gloire, si vous avez fini à prendre quelques photos famille virtuelle, vous nous faites signe et nous allons lever la séance. Encore une minute, s'il vous plaît. J'en ai pris déjà 2. Un instant. Je vais en prendre encore 2 autres et puis ce sera fini. OK, merci beaucoup à tous. Merci à vous aussi, Gloire, pour avoir été aussi formidable à la technique. Merci à Hope pour toute l'assistance et merci à tous les collègues qui ont pris part à cet événement. Encore une fois, honorable Luaka, Père Kafarire, nous vous disons merci. Nous vous sommes reconnaissants, espérant vous avoir dans les jours à venir si jamais nous avons encore besoin de vous. Et cela dit, nous levons la séance. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. C'était un joueur préparé pour jouer à la Au revoir. Au revoir. C'était un joueur préparé pour jouer à la parce que le jeu anglais s'adapte à tous les systèmes de jeu. Mais quelqu'un qui vient de l'Espagne, il faut les entraînements et les entraînements.
Projet difficile, hein? C'est